Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. La deuxième ville d'Ukraine, à nouveau sous le feu de l'armée russe. Eh bien, il résulte une dégradation historique encore une fois. Qu'une seule personne capable d'aider Maeva à combattre ces démons. Je m'appelle Pascal Souetins, mais vous pouvez aussi m'appeler Pascal, le grand frère. Plusieurs frappes aériennes se sont abattues sur Kharkiv. La noix, à la quoi la noix? Regarde bien, à la quoi? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-moi. Je sais pas, elle est éclatée au sol. Éclatée au sol, ça, tu déconnes quoi? Mais je sais pas, moi tu me méprises avec tes noix là. Ça voudrait dire 60 milliards. Vous voyez ce que ça fait déjà? 1 million, Armina. Exclusé du peu. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Que je suis une noix. Ouais, voilà. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre. L'immortel cri du président Macron, c'était au moment du Covid, évidemment, mais la guerre, elle a étendu ses domaines et on va commencer, évidemment, par parler de ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Koursk d'un côté, Lviv de l'autre, les bombardements, les incursions. On en parle, ça fait, vous vous rappelez, depuis un certain mois de mars 2022. Nous sommes en septembre 2024 et nous en parlons avec Jacques Beau, que nous avons toujours plaisir à recevoir. Jacques Beau qui a écrit notamment sur le Proche-Orient l'ouragan, le déluge de l'Aqsa, c'est ça. Et puis sur l'art de la guerre russe. Alors c'est intéressant parce qu'on va parler là de l'Ukraine. L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine en échec. Aux éditions Max Milo, bien sûr. Alors, Jacques Beau, justement, il s'est passé 2 mois. On voit ce qui se passe. Alors, il y a eu on avait parlé de la contre-offensive, la fameuse contre-offensive qui avait tout, qui allait tout bouleverser, qui n'a pas bouleversé grand-chose. Et puis il y a eu l'attaque sur Koursk, et puis il y a le bombardement qui continue un peu partout. Et le Donbass, apparemment, on dit que les Russes avancent beaucoup plus facilement même qu'avant au Donbass. Il y a les appuis de l'OTAN, on en parle. Jens Stoltenberg, je rappelle simplement que le 5 juillet dernier, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait donné un aperçu du programme du sommet. Le soutien à l'Ukraine rang de priorité absolue, a dit Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Je rappelle aussi que le 28 août, le Conseil OTAN-Ukraine s'est réuni à la suite des récentes frappes aériennes russes. Alors les Alliés ont fermement condamné les frappes aveugles et ils ont convenu, je rappelle, de fournir ensemble une aide à la sécurité, une de plus d'au moins 40 milliards d'euros au cours de l'année prochaine, davantage de batteries patriotes, davantage d'avions, etc. Alors, au fond, on a l'impression que il faut que, je disais bien, il faut que tout finisse pour tout recommencer. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? D'abord, peut-être sur le front militaire. Vous prenez un peu, Jacques Beau. Alors, bonjour. Sur le front militaire, eh bien, beaucoup a été dit, mais pour simplifier les choses. Les Ukrainiens, d'abord, il faut savoir que, si vous lisez d'ailleurs mon livre « Guerre et paix » qui a été publié en octobre de l'année passée, je parlais déjà d'une offensive possible contre Koursk. En fait, il y avait 3 offensives qui étaient, pour la fameuse contre-offensive que vous avez évoquée, les Ukrainiens avaient 3 directions privilégiées. La direction de Kherson, celle de Zaporozhye et celle qui était située entre Belgorod et la frontière du Bélarus, qui, en fait, est sur Koursk. Et en fait, si on regardait les rapports de force qui ont fuité par les services de renseignement américains, on s'apercevait que les rapports de force qui étaient les plus favorables aux Ukrainiens étaient dans la région de Koursk. Mais ils n'ont pas attaqué à Koursk. Et pourquoi ils n'ont pas attaqué à Koursk? Pour une raison très très simple, c'est que le terrain ne s'y prête pas. Le terrain ne se prête pas à des grandes opérations mécanisées. C'est un terrain d'infanterie qui se prête à des opérations d'infanterie, en fait, des incursions d'infanterie, mais pas à des incursions mécanisées. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens se sont tournés vers Zaporozhye et ont essayé de faire ces grandes opérations avec le matériel, les chars qu'ils venaient de recevoir des Américains et des Allemands notamment. Enfin, pas seulement. Les Abrams et autres. Exactement. Non. Et les Léopard 2, et voilà. Ils avaient reçu de l'Europe. Donc, ils sont allés à Zaporozhye, ils se sont cassés la figure à Zaporozhye, et maintenant, en réalité, ils font plus ou moins ce qu'ils avaient déjà eu à l'esprit de faire, c'est-à-dire attaquer dans la région de Koursk. Avec une autre idée, cependant, et d'ailleurs, je l'avais écrit dans mon livre à l'époque-là, donc il y a plus presque une année, j'avais écrit si les Ukrainiens attaquent là, c'est plutôt pour tenter de déstabiliser la Russie que d'avoir un succès militaire, en réalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, si on a lu ou écouté ce que, d'ailleurs, nos médias ont dit, mais les commentateurs ont peu relevé,
que Zelensky avait dit que l'objectif stratégique pour l'Ukraine, c'est de porter la guerre sur le territoire russe. C'est ça, oui, et il le dit depuis le début de cette année, en fait. Et c'est donc ce qu'il a fait, de différentes manières, des actes terroristes d'ailleurs. Il y a eu des attaques contre des radars, des stations radars ukrainiennes. Il y a eu différentes attaques sur le sol russe. Et celle-là est la principale attaque substantielle, si vous voulez. Déstabiliser un peu le front russe. Alors l'idée, c'est pas vraiment déstabiliser le front russe. L'idée est, d'ailleurs, stratégiquement, c'est pas complètement idiot, sauf que ça se passe à un mauvais moment et avec des mauvais moyens. Mais l'idée générale n'est pas mauvaise, c'est de dire, si on amène la guerre sur le territoire russe, ça va déstabiliser le pouvoir politique de Poutine. Oui, parce que la population... si on n'a pas l'argent et les moyens. Alors voilà, et c'est là qu'est le problème, parce qu'il faut une adéquation entre l'idée stratégique et les moyens qu'on met en œuvre. Et c'est là où les Ukrainiens ont finalement frotté, si j'ose dire. Parce que l'idée, à la base, elle n'est pas mauvaise, mais voilà, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et vouloir, c'est le problème qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Vous ne pouvez pas faire une guerre d'attrition avec la Russie si vous avez moins de moyens que la Russie. Oui, c'est ça. Voilà, la Russie a les moyens de se payer une guerre d'attrition, là, c'est pas le cas. Exactement. Et alors, comment expliquer justement, Jacques Beau, en même temps, c'est très intéressant, on le voit très bien ce qui se passe et qui se passe au niveau du Donbass. Enfin, on peut dire, hein, sans être taxé de prendre parti ou de choisir un camp, que pour le moment, la situation est plus favorable aux Russes qu'aux Ukrainiens. Ah, très clairement. Et ça, pour des raisons tout simplement arithmétiques. C'est-à-dire que pour attaquer à Koursk, les Ukrainiens n'avaient pas assez de moyens. Donc, d'une part, ils ont dû retirer des moyens dans les zones de combat principales. Car si on regarde le taux de perte qu'il y a actuellement sur l'ensemble du territoire ukrainien, on s'aperçoit que les pertes sont dans le secteur du Donbass. C'est-à-dire que c'est là que se déroulent les combats. C'est ça. Ouais, encore et toujours. Par conséquent, ouvrir un autre front, si j'ose dire, il fallait prélever des troupes sur la zone des combats principaux pour les mettre sur un terrain secondaire. Et par conséquent, les Ukrainiens ont dilué leurs forces ce faisant. Et ils ont dilué d'une autre manière, parce qu'ils ont étendu la ligne de front qui était d'environ 900 km, ils l'ont étendue de 150 km. Donc ils ont étendu leur ligne logistique, leur structure de conduite, etc. Ils ont un peu dégarni le Donbass. Ils ont dégarni le Donbass pour faire l'offensive à Koursk. Une offensive qui n'a pas de synergie avec les autres. Parce que si vous regardez la carte, vous voyez que c'est très distant des opérations principales. Du point de vue de la stratégie, c'est un peu... Voilà, du point de vue de l'art opératif, je dirais, c'est très mauvais. Oui, voilà. Je comprends. Et donc, il était pratiquement automatique que les Ukrainiens aillent dans un problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain, on s'aperçoit que les Ukrainiens sont en train de retirer les troupes de Koursk pour les remettre dans le Donbass. Ouais, alors justement, on va faire peut-être un peu de géopolitique, mais enfin, encore qu'on est dans la stratégie. En même temps que tout cela, ce que vous décrivez, Jacques Beau, on voit que l'OTAN va de plus en plus martialement, la priorité absolue est à l'Ukraine, nous allons continuer, nous allons fournir. Est-ce que, par rapport à la ligne rouge que s'étaient donnée les Américains, évidemment, qui sont les principaux bailleurs de fonds de l'OTAN, et puis tous les autres, est-ce que des lignes rouges ont été franchies sur le plan de la fourniture d'armement? Je ne parle pas de l'argent, etc. Et d'où vient? Est-ce que c'est parce qu'ils se rendent compte, parce que comme vous, comme d'autres, que la situation n'est pas aussi favorable, que les discours martiaux sont de plus en plus martelés? Alors oui, et d'ailleurs, vous avez cité mon livre « L'art de la guerre russe ». Là-dedans, il y a une description très factuelle de toutes les lignes rouges qui ont été franchies par les Occidentaux. Au départ, ils ne voulaient pas fournir d'aide militaire à l'Ukraine. Ils l'ont fait. Ils ne voulaient pas fournir de missiles. Ils l'ont fait. Ils ne voulaient pas fournir de chars. Ils l'ont fait. Bref, c'est eux qui ont défini ces lignes rouges. Ce n'est pas les Russes. Les Russes, finalement, n'ont défini qu'une seule. Et encore, ils ne l'ont pas défini très nettement, mais... dans le discours, on peut le subodorer, c'est le fait d'attaquer dans la profondeur du territoire russe. Ça, c'est une ligne rouge russe. Oui, c'est sûr. Mais, et ça peut s'expliquer assez facilement, mais toutes les autres lignes rouges sur les matériels qui ont été fournis à l'Ukraine, c'est pas des lignes rouges russes, ce sont des lignes rouges occidentales. Et c'est eux qui les ont systématiquement franchies. On va continuer à en parler avec Jacques Beau après cette pause. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Parce qu'on a l'impression effectivement qu'on est là dans une espèce de, je ne sais pas comment dire, de karma, de destin implacable. Et nous, on est là, on regarde, on témoigne, mais jusque jour et jusque à quand? Les Français parlent au français.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Jacques Beau aussi, et nous sommes tous aussi dans tous nos états depuis cette guerre et depuis d'autres choses. Alors, on était en train de parler de l'attitude de l'Amérique, de l'OTAN, de l'Europe. Jacques Beau, on voudrait savoir, parce qu'on entend, encore une fois, on a commencé à parler de ces bruits de bottes de ces attitudes et ces faits de manche, qui ne sont pas seulement des faits de manche. Au fond, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, vous rencontrez beaucoup de gens, m'avez dit d'ailleurs, en parenthèses, que vous avez parlé il n'y a pas si longtemps avec Robert Kennedy Jr., qui, comme on le sait, a rejoint Trump. Mais aujourd'hui, est-ce que, non pas peut-être dit ouvertement, est-ce qu'il y a un changement d'attitude de l'Occident, en général, de l'OTAN et de l'Amérique en particulier, vis-à-vis de la guerre ? C'est-à-dire que l'OTAN aujourd'hui est assis entre deux chaises, si j'ose dire. D'une part, il est assis entre le narratif qu'il a eu jusqu'à maintenant, et c'est ce qui explique les déclarations enflammées de l'OTAN, etc. Et puis la réalité. Et la réalité est que, malgré toutes les promesses, parce que je vous rappelle qu'en mars 2022, pour faire renoncer à Zelensky de signer l'accord avec la Russie, on lui a promis une aide jusque nécessaire, n'est-ce pas ? Et en fait, parce qu'on avait à l'époque l'idée que on pourrait vaincre la Russie très rapidement grâce aux sanctions. On est toujours dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a pas marché et que cette guerre traîne en longueur et que les capacités de l'OTAN ne suffisent pas à répondre à la situation. Donc on fait des tas de promesses à l'Ukraine et les Ukrainiens s'en aperçoivent aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout récemment, les Ukrainiens ont demandé des nouveaux missiles ATACMS pour attaquer dans la profondeur du territoire russe. Les Américains ont dit, on en a tout simplement plus, parce qu'ils sont plus fabriqués. Ils sont tout simplement plus fabriqués. Ils ne peuvent pas les fournir parce qu'ils sont plus fabriqués. Il y a beaucoup de systèmes d'armes extrêmement complexes qui ne parviennent pas. Pour les missiles patriotes, par exemple, Zelensky, au début de cette année, enfin au printemps de cette année, a demandé 25 unités, c'est-à-dire, grosso modo, ça représente quelque chose comme 600 missiles. Eh bien, l'OTAN n'était pas en mesure de les fournir. Ils ont dû racler les fonds de tiroir. Lorsque le président tchèque, Pavel, a fait cette initiative de fournir à la fin mars ou fin avril de cette année, lui fournir 1 million d'obus pour l'Ukraine. N'est-ce pas ? Ils sont finalement, en raclant les fonds de tiroir, à avoir 300 000, en raclant dans le monde entier, 300 000, et encore, beaucoup de ces obus étaient totalement inopérants parce qu'ils avaient été mal stockés pendant des années. Donc l'OTAN n'a plus les capacités. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème de moyens. Il y a un problème de moyens. Puis ensuite, il y a un problème structurel. L'OTAN ne peut pas s'engager. Pour ça, quand on dit l'OTAN, j'ai dit, soyez prudents avec cette expression. Pourquoi il ne peut pas s'engager ? Parce que l'alliance n'est pas impliquée. Et si l'alliance était impliquée, ça aurait des conséquences beaucoup plus grandes. C'est la raison pour laquelle tous les pays occidentaux, la plupart des pays occidentaux, ont fait des accords de défense bilatéraux avec l'Ukraine. Et finalement, s'il y a une aide fournie à l'Ukraine, elle se fait dans le cadre de ces accords bilatéraux et non pas dans le cadre de l'OTAN. Et c'est ça qui est très les L'OTAN n'a pas un accord, il n'y a pas un accord OTAN-Ukraine. Non, voilà, ça. Exactement. Ouais. Et l'OTAN, et les États-Unis d'ailleurs s'y refuseraient, parce que ça engagerait l'Alliance Atlantique, ce fameux article 5, et probablement la capacité nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle, et ce qui montre d'ailleurs les limites de l'OTAN, puisqu'il a fallu faire des accords bilatéraux pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Ça, et surtout que nous, on dit toujours la France n'est pas en guerre avec la Russie. Voilà, alors mais on a quand même un accord de sécurité avec les... Et puis, il y a un autre phénomène que j'ai vu l'autre jour d'ailleurs, qui m'a frappé parce que c'est totalement nouveau. C'est dans la presse ukrainienne, un article qui dit la guerre avec la Russie, Poutine a raison sur un point, c'est que la guerre avec la Russie n'est pas simplement une guerre pour l'Ukraine, c'est une guerre de l'Ouest et de la Russie, et non pas une guerre pour l'Ukraine. Intéressant, oui, bien sûr. Et donc, on le sait aujourd'hui. Et c'est dans le Kiev Post. Donc, dans le Kiev Post, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens réalisent
ce qu'ils ont auraient pu été réaliser. la guerre par procuration sur Qu'ils leur ont dos. été l'objet d'une guerre par procuration et qu'aujourd'hui, qui se trouve face à une défaite qui pointe le bout de son nez, eh bien, que c'est eux qui sont les dindons de la farce en réalité. Avec 500 000 morts pour rien, on peut le dire. Avec enfin, 500 000 morts pour rien, et puis une économie qui est détruite ou qui fonctionne plus. Et donc, on a vraiment une situation qui est catastrophique pour l'Ukraine et que les Occidentaux, notamment les Européens, parce que les Américains s'en sont aperçus déjà à la fin 2022. Mais les Européens commencent vraiment à s'en apercevoir. Alors, les Européens commencent pas à s'en apercevoir. Les Européens continuent parce qu'ils sont pris dans leur narratif. Oui, c'est ça. Hein. Et c'est ce que aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir, et peut-être ça explique, par exemple, la démission de Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui a eu lieu hier. Donc ça montre que probablement il y a quelque chose qui est en train de bouger en Ukraine et qu'on commence à s'apercevoir maintenant que la température monte, si vous me passez l'expression, non pas sur le champ de bataille parce qu'elle a toujours été haute, mais à Kiev même, probablement qu'aujourd'hui les Ukrainiens commencent à se dire mais est-ce que vraiment nos alliés sont vraiment nos alliés ? C'est ça, est-ce qu'il ne faut pas arrêter les frais ? Merci Jacques Beau, merci de vos éclaircissements. Je rappelle d'ailleurs votre livre, vraiment qu'il faut lire, sur l'art de la guerre, effectivement paru aux éditions Max Milo. Et on voit très 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 bien, encore une fois, dans nos médias et autres, hélas, que la différence entre le narratif et la réalité, et la différence dont parlait Korzybski entre la carte et le territoire. Exactement. Il faut quand même mieux voir le territoire et le connaître que la carte. Exactement. Merci. Merci à vous. Et je vous rappelle que notre standard est ouvert. Si vous avez une réaction ou une question au 0826 300 300, on se retrouve juste après la publicité pour Ça Balance. Et aujourd'hui, on reçoit Alain Houpert, sénateur de la Côte d'Or et membre de la Commission des Affaires étrangères. Les carottes sont cuites. Encore faut-il qu'il y ait des carottes. Mais il y en a. Ah, vous croyez ? Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. André, on nous cache tout, on nous dit rien. C'était Jacques Dutronc, mais dites-moi, est-ce qu'on connaît vraiment, nous, Français, la situation économique de la France ? Alors on sait qu'il y a un déficit, mais lequel ? Lequel ? Effectivement, on peut se poser la question, parce que rappelez-vous, on disait les présidents de gouvernement, on les avait, c'était sûr, le déficit allait au pire être à 4,9% du produit intérieur brut du PIB en 2023. Hélas, il s'est finalement établi en 2023 à 5,5% du PIB. Et la dette publique, la dette publique, elle est aussi supérieure aux attentes. Elle est à 110,6% du PIB. Et la balance commerciale, elle s'améliore, mais elle reste dans le rouge à 62 milliards d'euros. Alors cette situation budgétaire, on nous disait, mais rappelez-vous Bruno Le Maire, qui a d'ailleurs, comme chacun sait, je le rappelle, dans son haut fait d'armes, a mis à genoux l'économie russe. Il a dit, j'ai sauvé l'économie française. Et puis là, encore une fois, patatras, c'est pas tout à fait le cas. Et on va en parler parce que au Sénat, le rapporteur du budget du Sénat, le sénateur Husson, Jean-François Husson, rapporteur général du budget de l'État, et effectivement, le pouvoir législatif est là pour contrôler. Donc, le sénateur de Meurthe-et-Moselle a dit ceci publiquement. La situation financière catastrophique est de la responsabilité exclusive de l'exécutif. Écoutez ce que disait notamment Jean-François Husson. Eh bien, il résulte une dégradation historique, encore une fois, des comptes de la nation. Le solde public serait, d'après la Direction générale du Trésor, de 5,6% du PIB en 2024, au lieu de 5,1% lors du programme de stabilité en avril. Et on nous annonce la même note de la Direction générale du Trésor, pour finir en 2025 à 6,2, ça voudrait dire 60 milliards et 50% d'augmentation de la dérive. Excusez du peu. 50% d'augmentation de la dérive en 2025. Ce n'est plus une chute, c'est un toboggan.
Alain Houpert, bonjour. Alors, est-ce que nous avons Alain Houpert? Ah, nous n'avons pas Alain Houpert. Allô? Ah, bonjour Alain. Oui, on a cru que vous avez perdu, mais... Bonjour André Berkoff. Bonjour Alain Houpert, sénateur, je rappelle, LR de la Côte d'Or. Dites-moi, comment il se fait que Jean-François Husson, enfin que le rapporteur général, est obligé de sonner l'alarme parce que c'est ces chiffres qu'on nous a à peine communiqués et on nous dit, regardez, c'est pas du tout 4,9 ou 5,1, c'est 5,5 et puis maintenant ce sera 6 l'année prochaine. Mais ça traduit quoi, Alain Houpert? C'est un coup de colère de Jean-François Husson et du sénateur Raynal, qui est le président de la commission des finances, parce que, souvenez-vous, il y a quelques mois, nous avions demandé les chiffres à Bercy et il y avait une rétention des chiffres, ils viennent de sortir. Ouais. C'est un déficit abyssal. Il y a le déficit et il y a la dette. La dette est abyssale. 3 000 milliards, 3 300 milliards, 3 trillions 300 milliards, je le rappelle. En début d'année, nous étions à 3 000 milliards. Là, nous sommes à 3 300 milliards. Ouais. Quand monsieur Macron est arrivé, nous étions à 2 000 milliards. Quand monsieur Hollande est arrivé, nous étions à 1 000 milliards. Donc moi, je suis sénateur depuis 2008. Je ne vois que à chaque fois des milliards qui s'empilent. C'est le résultat du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, on constate qu'on va le payer. Et moi, je suis très heureux qu'une grande partie des responsables de ce fiasco ne soient plus là. Il y avait Olivier Véran qui avait pris des mesures qu'on avait dénoncées inexcessives. Donc il n'a pas été réélu, qui a disparu. Bruno Le Maire, qui est toujours là, mais qui n'a jamais cessé de nous expliquer que nous étions des imbéciles, puisque nous dénoncions des dérives de l'économie. Et il va retourner à ses romans et il a même dit qu'il allait enseigner en Suisse. Et puis Elisabeth Borne, qui est le matador du 49.3, est partie. Et il y a surtout tous ces députés macronistes, il y en a plus de 100 qui sont partis, qui étaient si fiers d'être des amateurs, qui suivaient aveuglement les gouvernements au fil de ces années sans prendre le temps d'étudier de près ce qu'on leur demandait de voter. Voilà, c'est le résultat du quoi qu'il en coûte. Bruno Lovert. Mais Alain Houpert, comment vous expliquez quand même cette espèce de fuite? Ces gens ne sont pas tous sourds et aveugles. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne voient pas? Alors, c'est quoi? C'est l'Ukraine? C'est les milliards? C'est ces milliards-là, on en parle toujours, on dit où va notre argent? Mais ces milliards, ça c'est une antienne qui revient depuis des décennies, j'allais dire. Mais là, cette espèce de chute abyssale, cette espèce de feuilleton, enfin c'est quand même hallucinatoire de voir ça. Qu'est-ce qui fait que... Mais ça va où et qu'est-ce qui fait que ce quoi qu'il en coûte est arrivé à ce stade? Quand on parle de milliards, de trillions, c'est des chiffres qu'on a du mal à aborder. Puis les chiffres, c'est un peu comme les lampadaires pour les alcooliques, ça sert plus à soutenir qu'à éclairer. Vous parliez tout à l'heure de l'Ukraine avec un spécialiste. Monsieur Macron a donné 3 milliards, l'Europe a donné 50 milliards, nous sommes contributeurs à hauteur de 18% des 50 milliards, donc la France a donné 18 milliards. 18 milliards. 20 milliards, Et il faut savoir que cet argent qui va en Ukraine, il sert à quoi? À payer des armes, et des armes qui sont achetées aux Américains. 80% de tout ce qu'on donne repart aux États-Unis, donc on est en train de financer l'économie militaire américaine. Il y a l'Ukraine, et il y a le reste de ce quoi qu'il en coûte. On est au bord du gouffre et voilà la plaisanterie que vous connaissez très bien. On va faire un pas en avant. Et puis nous avons il y a quand même une aporie politique. Nous avons un gouvernement démissionnaire et ces ministres démissionnaires siègent à l'Assemblée et votent pour la présidente de l'Assemblée. Donc il y a un problème de représentation parlementaire, il y a un problème de séparation des pouvoirs, puisque l'exécutif est au Parlement et vote en même temps. Et ça fait quand même 60 jours
que nous attendons un nouveau gouvernement avec des ministres qui sont soi-disant qui fait le travail. Est-ce que c'est l'Élysée qui fait le travail? Est-ce que c'est Bruno Le Maire? Bruno Le Maire nous a montré ces 7 années d'incompétence. Et certes, il a fait cette année d'incompétence, et à chaque fois qu'il venait au Sénat, il nous expliquait que nous n'avons rien compris à leur génie. Ben, leur génie, c'est quoi? C'est la dette, c'est les taxes, c'est accuser les citoyens, c'est accuser les collectivités territoriales, puisque dans sa dernière déclaration, il accusait les collectivités territoriales d'avoir un déficit de 9 milliards. Ouais. Je rappelle que c'est un déficit, c'est une dette sur du court terme. Ouais. C'est une dette qui est faite pour l'aménagement du territoire. Et puis, les collectivités territoriales ne peuvent pas voter un budget qui n'est pas équilibré, contrairement à l'État. Oui, absolument. Eux sont obligés, les collectivités, elles sont obligées d'avoir un budget équilibré. La dette de l'État, c'est une dette qu'on va payer, que nos enfants vont payer. Et moi, j'ai honte pour nos enfants. C'est pas à nos enfants de payer les conneries du présent et du passé. Ce qui est étonnant à la Houpert dans cette histoire, c'est vrai, j'ai sorti sous forme un peu de satire, etc. hier en disant, mais le Premier ministre Emmanuel Macron, mais on l'a déjà. C'est une femme, c'est Ursula von der Leyen. C'est elle qui dirige, c'est elle qui fait l'instruction. Qu'est-ce que ça va, très franchement, alors on sait, je suis tout à fait pour la Constitution, pour la séparation des pouvoirs, etc., comme tout le monde, évidemment. Mais qu'est-ce que ça va changer? Vous ne croyez pas que c'est intéressant? Parce qu'on voit, ça fait 50 jours, alors il va peut-être annoncer quelqu'un aujourd'hui, demain, à Pâques ou à la Trinité. Très franchement, c'est aux sénateurs que je pose la question, à l'homme politique, et évidemment aux Français et aux citoyens à la Houpert. Qu'est-ce que ça va changer? Franchement. Bonne question. J'ai entendu votre éditorial d'hier sur Madame von der Leyen. Il est vrai que c'est elle qui tire les ficelles. Hein. Ouais. Emmanuel Macron et ses ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit la France, la fierté française. Ils ont surtout détruit la joie de vivre. Mais par cette soumission à l'Europe, ils ont aussi fragilisé l'Europe. Qui va devenir dans les années à venir le bourreau de notre modèle social. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a ce fameux déficit à 3%, qui va monter à 6,1% à la fin de l'année. Je ne sais pas comment on va faire. Il était prévu au départ que ce déficit à 3% ne soit pas une contrainte. J'ai l'impression que la France est quand même le deuxième contributeur de l'Europe, n'a pas sa voix, ou alors je ne sais pas qui tire les ficelles. Ouais. Voilà, le génie d'Emmanuel Macron, c'est la dette abyssale. Mais à votre avis, là c'est à l'homme politique que je parle à la Houpert. Est-ce qu'à votre avis, vu qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, vu que tel ou tel n'arrête pas de dire si c'est X, moi je voterai la censure, si c'est Y, je ne la voterai pas, on n'est pas sûr du tout qu'il y ait une majorité, même formée de LFI et du RN, évidemment ils sont aux antipodes, mais qui s'accorderaient, mettons, pour faire tomber le prochain gouvernement quand il y en a un. Est-ce que ce n'est pas une situation, je ne dirais pas ingouvernable, mais complètement en impasse? C'est pas la Chambre ingouvernable, c'est l'impasse de la Chambre. Oui, vous avez tout à fait raison. On est revenu à la 3e, à la 4e République. Posons-nous la bonne question. La bonne question, c'est où est le cadre de réalité? Ouais. Depuis 2 mois, Emmanuel Macron refuse non seulement son échec, mais aussi le verdict des urnes. Et puis il tente par des tours de passe-passe de construire une majorité qui n'est que dans sa tête, qui continuera son programme liberticide. Vous en avez fait les frais par l'ARCOM et destructeur, parce qu'il détient la vérité. Mais la bonne question, c'est... il cherche un gouvernement pour gouverner, un Premier ministre, mais nous avons un président pour présider. Bien sûr. La question à se poser, est-ce qu'il peut encore présider la France? Parce que quand un navire navigue sans capitaine depuis 60 jours, il y a des questions à se poser, quoi. Il y a une mutinerie en général qui se passe, voilà. Donc les Français sont en colère.
Et puis, on nous dit toujours que c'est moi ou le chaos. Ce qui nous attend, c'est pas une marche vers l'extrême droite, c'est une marche vers la colère, vers la violence, vers la révolte. Et puis les Français en ont marre. Et puis quand la France en a marre, elle se met en colère. Je pense que les Français vont se mettre en colère parce que la rentrée n'est pas encore faite, vraiment. C'est la rentrée des classes. Mais là... quand les gens vont aller au supermarché pour remplir leur caddie, ils vont se poser des questions. Puis quand ils vont recevoir la note des impôts fin septembre, ça va être très compliqué. Et c'est-à-dire que effectivement, on peut se poser des questions et de savoir. Alors, on va pas rentrer dans les spéculations. Macron va-t-il partir ou pas, destitué ou pas ça, ce sont des spéculations. On sait que la France Insoumise a lancé une motion là-dessus, une pétition là-dessus. Enfin, mais bon, autrement quand même, à un moment donné, d'où peut venir, à votre avis, vraiment, je parle aux citoyens, à l'homme, aux sénateurs. D'où peut venir le sursaut? C'est ça qu'on ne voit pas aujourd'hui. Ok, tout le monde dit ça, les Français sont en colère, les Français ceci, cela, le ras-le-bol, etc. Mais on ne voit pas, alors vous allez me dire, mais c'est comme ça, l'histoire elle est faite à un moment donné, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, certes, mais le sursaut, il devrait, sinon, de venir d'où, à votre avis, Alain Houpert? Il y a l'honneur. Qu'aurait fait le général de Gaulle. Un bon mot, ça. C'est une bonne expression. L'honneur et l'humilité. Donc, quand on n'est pas dans l'humilité et dans l'humanité, on foule l'honneur. Et l'honneur, je pense que ça serait que ce président change. Oui, ce président démissionne. Tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. On a marre de voir ce genre d'attitude, cet égo. Voilà, c'est l'ego qui gouverne. Voilà, j'ai raison, vous avez tort. Le tout à l'ego, si je peux me permettre. Oui, le tout à l'ego. On peut tirer, pour nettoyer les égouts, il faut tirer la chasse d'eau. Voilà, donc tirons la chasse d'eau. La chasse est ouverte, dis donc. À la Houpert, vous y allez fort, mais de temps en temps, il faut y aller fort, peut-être. Merci beaucoup. Je rappelle, le sénateur de Côte-d'Or, LR de Côte-d'Or, Alain Houpert. Merci, au revoir. Vous avez une réaction, une question à ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. On attend vos appels, à tout de suite. La blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous avons, je crois, un auditeur. Et oui, tout à fait, nous avons un auditeur qui voulait réagir à ce qu'on vient d'entendre. Alors, c'est Dust de Haute-Garonne. Bonjour Dust. Oui, bonjour Dust, on se connaît déjà. Oui, on se connaît. Bonjour André, bonjour Sud Radio, bonjour à votre invité, à toute l'équipe. Alors, à propos de la dette, j'avais deux points à soulever. Un, sur cette planète, la plupart des États sont extrêmement endettés. Oui, il y a qu'à de la dette des Américains. Donc, je voulais savoir qui c'est qui se gave sur nos dettes à tous, parce qu'il doit y avoir un bon système qui pisse bien l'argent, donc ça marche. Et deuxièmement, par rapport à la nôtre, j'ai bien compris que c'était mal, voire très mal, de penser qu'on pouvait taxer les riches. Donc pour faire des économies, il faut continuer de détruire notre hôpital, notre école, notre justice. Et j'ai l'impression, après 2-3 séjours à l'hôpital que j'ai fait ces dernières années, que le boulot il est quasiment fait. Donc une fois que ça sera terminé et qu'on sera au niveau de l'Argentine, on fera plus loin pour payer. On fera, pardon ? Pour payer. Oui. Comment on fera pour payer? Oui. Mais je vais vous dire, Dust, c'est vrai, ce qui est vrai, ce que vous dites en même temps, l'histoire de taxer les riches, bien sûr. Enfin, de toute façon, il faut taxer où il y a à taxer. Mais le vrai problème, il n'est pas là, parce que vous savez très 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 bien, hélas, je ne dis pas, il faudrait un gouvernement mondial, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé, et encore, il ne le ferait pas. Vous savez très bien que les gens qui sont organisés, surtout quand ils ont des moyens, ils sont déjà dans les paradis fiscaux ou dans les endroits où ils peuvent s'organiser. Je crois qu'il y a quand même un problème qui peut se poser et qui est le vrai problème démocratique de notre pays et de beaucoup d'autres. Il n'y a pas que la France, vous avez tout à fait raison de dire que la plupart des pays sont endettés.
c'est que où va l'argent? Et le vrai problème, et je le dis, je le redis, nous sommes, vous, moi, tous les autres, les copropriétaires de la Maison France. Quand vous êtes copropriétaire d'une maison ou d'un appartement, vous avez le syndic que vous avez élu. Ce syndic, vous le voyez au moins une fois par an et il vous dit ce qui a été dépensé puisque vous avez des charges de copropriété que vous payez. En tout cas, tous ceux qui sont propriétaires. En tout cas, nous sommes propriétaires du pays. Nous sommes propriétaires de la France. Eh bien, pourquoi une fois par an, il n'y a pas un audit des dépenses? Où va cet argent? Où vont ces milliards? Encore une fois, on connaît les budgets. Où vont ces milliards? Où sont-ils allés? Il faudrait voir tout. Auditer les associations. Où va l'argent? Où il va de tel endroit à tel endroit? Il ne s'agit même pas, si vous voulez, de magouille. Il s'agit de dépenses inconsidérées et de gestion inconsidérée. Eh ben, qu'on le sache. On ne dit pas du tout qu'ils sont malhonnêtes. On dit simplement, on veut savoir. L'extraordinaire question démocratique, on dit qu'on est en démocratie. Mais attendez, en démocratie, la moindre des choses, c'est de savoir si on me demande de payer mes impôts. Je suis tout à fait d'accord, payer mes impôts, mais je veux savoir où va l'argent. Simplement, dites-moi. Je ne vais même pas contester au départ, mais au moins le savoir. Et vous voyez, Dust, il est là le problème. Le problème, c'est que cette dette-là est faite par un certain nombre de gens, pas tous, qui ont perdu le sens du collectif. Et le problème, il est là. Où retrouver et par qui retrouver le sens de la nation, du collectif, on n'est pas tout seul, c'est pas seulement pour ma poche, alors je dis même pas pour mes enfants, mes petits-enfants, mais c'est aussi pour la collectivité. Vous croyez pas, Dust? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Et notamment, alors là, j'ai un petit exemple qui m'est monté en tête. Au niveau de la non-démocratie sur les dépenses, c'est au niveau des communautés de communes. Oui. Où je suis en train de m'apercevoir qu'en fait, je n'ai aucun pouvoir démocratique. Et parfois, je vois des investissements, en tout cas sur la mienne, de communautés de communes, qui sont très discutables. Oui. Notamment certains investissements de loisirs mal placés, pas vraiment placés là où il faudrait pour qu'ils aient des impacts sociaux. Et effectivement, à ce niveau-là, c'est la communauté de communes, c'est une élection de grands électeurs. Et vous ne pouvez rien dire, et vous ne pouvez rien dire, et vous ne le savez même pas, et vous ne pouvez rien dire. C'est ça? Clairement. Et c'est ça qui est grave. La démocratie, elle commence effectivement à niveau de la commune, au niveau du village, au niveau même de le quartier. Et voilà, on en est là. Merci, Dust. Merci beaucoup, bonne journée. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, comment vous dire ça? Je ne sais pas comment vous dire ça, parce que vous avez vu, hier, nous avons parlé du maire de Metz, François Grosdidier, qui, avec la recrudescence, hélas, des tabassages, des viols, des agressions dans les parkings, se dit qu'il faudrait réserver une partie des parkings de Metz, notamment, dont il est le maire, aux femmes, pour qu'elles ne se fassent pas agresser, parce que c'est presque devenu quotidien. Eh bien, là, vous voyez, on n'arrête pas le progrès. Le maire de Londres a lancé une ligne de bus expérimentale dans le nord de la capitale anglaise pour faire en sorte que les citadins de confession juive se sentent en sécurité lorsqu'ils voyagent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah bon, c'est intéressant. Demain, ce sera quoi? Demain, ce sera je ne sais pas, moi, les bouddhistes, et puis ce sera ensuite les roux, ce sera quoi? Voilà ce qui se passe en Angleterre. Aujourd'hui, en Angleterre, le bus 310 qui circule toutes les 20 minutes reliant Stamford Hill à Hackney et Golders Green à Barnet. Cette nouvelle ligne a été lancée à Londres en réponse aux demandes de longue date, et maintenant de la communauté juive de la ville, c'est la BBC qui le rapporte. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré à BBC que la création de cette ligne, qui fonctionne de 7h à 19h tous les jours, était l'une des promesses de ses promesses de réélection. Précisant que les communautés juives de Stamford Hill et de Golden Green font pression depuis 16 ans maintenant pour qu'un lien direct soit établi entre ces deux quartiers. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation, disent-ils, de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Nous sommes agressés, nous sommes caillassés. Nous avons des gens qui ne quittent plus leur domicile parce qu'ils s'inquiétaient pour la sécurité. Effectivement, le pourcentage des attentats a explosé.
Alors on en est effectivement dans des pays, que ce soit en Angleterre ou en France. Alors si on est femme, si on est juif, si on est homosexuel, si on est, je ne sais pas, voilà, bouddhiste, eh bien on va créer voilà, des bus spécifiques, des parkings spécifiques, peut-être demain des trottoirs spécifiques, peut-être demain, je ne sais pas moi, des magasins spécifiques, hein, comme ça nous rappelle une belle époque, vous savez, une époque où nous étions très occupés. Intéressant, hein, comment va le progrès du monde, n'est-ce pas ?